Bien, bonjour à tous. Merci d'être là. J'ai pas pu faire exactement ce que je voulais. En gros, j'ai pas mon support, donc je vais faire sans. Donc, je vais faire juste avec les slides. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de Kubernetes multitenante. Donc, en gros, de comment faire cohabiter et isoler des utilisateurs dans un même cluster Kubernetes. Donc, comment les identifier, comment leur donner des droits pour accéder à certains aux ressources Kubernetes en fait, et donc comment éviter, si vous avez plusieurs utilisateurs sur le même cluster, de en gros qu'ils interfèrent les uns avec les autres en fait. Donc j'ai rien inventé, tout ce que je vais vous présenter en fait c'est des technologies qui existent dans Kubernetes, c'est surtout de la conf, ça va être assez technique, donc si vous avez jamais touché à Kubernetes ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà. Je m'appelle Olivier Potier, je travaille chez Timelab, donc un petit peu d'autopromotion. Donc en fait Timelab c'est une startup qu'on a créée avec des collègues il y a un peu plus d'un an maintenant. Et donc en fait c'est une plateforme SaaS et PaaS de gestion de time series, de gestion de device IoT. Et donc en fait les confs que je vais vous montrer là en fait c'est littéralement comment j'ai fait fonctionner le cluster Timelab, le cluster Kubernetes Timelab. Donc, multitenante, qu'est-ce qu'on entend par multitenante? En fait, le multitenante, c'est jamais que la notion de multi-utilisateur, en fait, la capacité de pouvoir avoir plusieurs utilisateurs dans un même cluster et vraiment de pouvoir les isoler, en fait. Voilà. Donc, pour pouvoir gérer plusieurs utilisateurs dans Kubernetes, la première chose à faire, en fait, c'est déjà de pouvoir contrôler les accès à l'API, donc c'est-à-dire quand vous allez faire un create pod, par exemple. Avant qu'on commence, en fait, qui a déjà utilisé Kubernetes dans la salle? Ouais, ok, c'est pas énorme. Qui a déjà déployé un cluster Kubernetes? Ok, bon, pour les autres, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc voilà, donc en fait ce qu'on veut c'est contrôler déjà les accès à l'API en fait pour les utilisateurs, donc c'est-à-dire quand un utilisateur crée, par exemple quand il veut créer un pod, qui est l'unité de calcul de base de Kubernetes, quoi que vous fassiez en fait, de toute façon en général vous créez un daemon set, une réplication contrôleur, un replica set, derrière c'est des pods qui sont déployés. Donc c'est la création de ces pods qu'on veut contrôler, et donc quand il y a une création de pod justement, on veut pouvoir savoir donc qui a créé le pod. Donc la première partie déjà c'est d'identifier l'utilisateur qui fait la requête. La deuxième partie c'est de vérifier s'il a le droit d'accéder à cette partie de l'API, donc c'est-à-dire est-ce qu'il a le droit de faire cet appel en fait. Donc cette étape s'appelle l'autorisation. Et la dernière partie, en fait, avant que votre pod soit déployé, c'est l'étape qu'on appelle l'admission contrôle, en fait, qui consiste à regarder littéralement le contenu de la requête, en fait, et qui permet de contrôler potentiellement donc de la rejeter ou potentiellement de la modifier. En fait, ça permet de mettre des valeurs par défaut sur certaines valeurs de déploiement du pod. Donc, une fois qu'on a parlé des admissions contrôleurs, je vais en présenter un peu plus particulier. Les pod security policies en fait sont une ressource Kubernetes qui sont implémentées par un admission contrôleur et en gros qui permet encore plus d'isoler les utilisateurs. Vraiment, ça permet de faire des trucs. Je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les détails de absolument tout, mais ça permet vraiment de contrôler notamment l'accès aux ressources en fait du worker, d'une host qui va faire tourner votre pod. Donc je reviendrai dessus tout à l'heure. Et donc finalement, on parlera de comment isoler les utilisateurs mais niveau réseau à ce moment-là. Donc c'est-à-dire qu'un utilisateur A puisse pas se connecter au service d'un utilisateur B, sinon on n'a pas l'autorisation. Et donc finalement, je parlerai vite fait de ce qu'il faut pour pouvoir avoir des registres Docker sécurisés, entre guillemets. C'est un petit peu hors sujet d'expliquer complètement comment déployer un registre Docker privé, mais disons qu'il y a une petite étape supplémentaire, un petit peu subtile, dont je parlerai à la fin. Bien, donc ce schéma montre bien comment ce qui se passe quand un utilisateur fait une
demande de déploiement de pod, par exemple. Donc il y a deux types d'utilisateurs Kubernetes, les bons et les mauvais, non, les humains, ou ce qu'on appelle des service accounts, qui sont littéralement des comptes en fait, qui sont utilisés par les services internes de Kubernetes. Quand je parlerai d'utilisateurs, je parle de soit l'un, soit l'autre, en fait, ça revient exactement au même. Donc la première étape, quand on fait une requête, c'est donc déjà de pouvoir authentifier l'utilisateur, donc savoir qui c'est, lui donner un identifiant, pour plus tard pouvoir utiliser cet identifiant pour déterminer s'il a les droits d'accéder à ce à quoi il veut accéder. Et donc potentiellement la dernière étape d'admission contrôle qui permet de regarder le contenu de sa requête. Donc on va faire les choses dans l'ordre. Déjà l'authentification. Donc déjà, premier petit souci, Kubernetes n'a pas de ressources user, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'objet, il n'y a pas d'objet user dans Kubernetes. Donc en fait, et il ne fournit pas non plus d'identity provider intégré, on va dire. Donc en gros, il n'y a pas de moyen de base dans Kubernetes pour pouvoir avoir un set de crédentials enregistré quelque part. Donc, à partir de là, oui voilà, heureusement, l'API serveur de Kubernetes. L'API serveur, c'est littéralement ce qui va recevoir vos requêtes Kubernetes. Quand vous vous demandez à faire un create pod, le premier, l'endroit où se connecte votre client, c'est dans l'API serveur. Donc c'est potentiellement là qu'on va faire le plus de modifications justement pour rendre Kubernetes multitenante. Donc heureusement l'API server supporte OpenID Connect, qui est une surcouche d'authentification à OAuth 2, qui est un protocole utilisé, enfin qui est bien connu par les dev web. Donc à partir de là, on a deux solutions justement, vu qu'on n'a pas ce qu'il faut pour pouvoir gérer nos utilisateurs, on est obligé d'externaliser. Donc soit on déploie notre propre identity provider, donc par exemple comme CoreOS Dex ou Keycloak ou Clone Foundry UAA, ou on externalise vraiment, c'est-à-dire, et puis ben là on va avoir un prestataire en fait pour l'identity provider. Donc Google fait ça, Salesforce fait ça, vous pouvez utiliser Azure Active Directory. Nous chez Tilem on utilise Auth0, principalement parce que c'est aussi ce qu'on utilise pour lui, donc ça nous permet d'avoir les mêmes crédentiels entre lui et puis entre le front web, je veux dire, et l'accès au cluster Kubernetes. Donc, pour configurer cette authentification, bon, la presse, ça va être vachement du technique, hein, des options, des flags, des manifestes, voilà. Donc, pour pouvoir configurer l'API serveur, en gros, il suffit de lui passer 3 flags, en fait. Donc, le premier, ça va être l'adresse de votre identity provider. Bon, nous, on utilise Auth0, c'est un petit peu hors sujet de vous expliquer comment configurer Auth0 pour récupérer ces informations. En fait, c'est super simple. Sur l'UI de Auth0, il vous suffit de créer un nouveau client. En fait, vous récupérez l'ID du client et vous le réutilisez directement là, en fait. Donc, du coup, ces informations-là vont permettre à l'API serveur de pouvoir vérifier les tokens que les clients vont utiliser pour s'authentifier. Et donc la dernière ligne est optionnelle, c'est juste pour qu'on puisse savoir, pour que l'identifiant réel qui s'affiche dans les logs, qui s'affiche dans les commandes, dans les retours de commandes, ça soit l'email de l'utilisateur. Donc une fois qu'on a configuré l'API serveur, on veut configurer kubectl, donc c'est un petit peu bourrin de vous mettre toute la commande curl. Le principe, c'est surtout qu'on doit récupérer un token JSON Web Token, en fait, qu'on récupère en utilisant vos crédentials, donc username, password. Et donc de là, on récupère un token qu'on va passer directement à kubectl qui va permettre de configurer le client, en fait. Donc à partir de là, une fois que vous avez votre kubectl config set crédential, tous les appels que vous ferez avec kubectl vous serez identifiés par l'identity provider. Donc, maintenant qu'on sait qui fait les requêtes, on va voir comment donner des droits à nos utilisateurs. Donc voilà, au niveau du pass, on en est là.
Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle le Role-Based Access Control, je dirais RBAC, c'est plus court. En gros, RBAC, c'est un système basé sur des rôles qui, donc en gros, un rôle, c'est une liste de permissions d'accès à une ressource ou à des ressources qu'on va assigner à des utilisateurs en utilisant donc justement ce type d'objet, donc par exemple un role binding ou un cluster role binding. À savoir que c'est par défaut dans Kubernetes depuis la version 1.6. Donc même si vous ne faites pas de multitenant et que vous utilisez un Kubernetes qui est au moins un 1.6, de toute façon vous verrez des trucs, enfin des objets RBAC passer. Potentiellement vous n'en aurez pas besoin. Donc du coup les ressources qu'on va utiliser là, c'est les rôles, les cluster roles, les role binding et les cluster role binding, à savoir que la différence entre un rôle et un cluster role est la même que la différence entre un role binding et un cluster role binding. C'est-à-dire que les rôles sont namespacés et les cluster roles sont cluster wide. Donc, je vais vous montrer un exemple d'un cluster role. Je ne vois pas tout d'ici. Donc, c'est un manifeste. Littéralement, c'est le fichier que vous passez directement à kubectl pour pouvoir créer un cluster role. Bon, la plupart de mes slides, ça va être ça. Hein, donc, c'est pour ça que je disais que c'était technique, c'est de la conf. Donc, pour définir un cluster role, bon, on lui donne un nom. Donc là, en fait, ça va être un cluster role qui va permettre de donner les droits à un utilisateur pour voir juste les pods. Donc pour le définir, vous commencez par dire en gros où il se trouve dans l'API. Donc guillemets vide, c'est un raccourci pour dire le core API group. Donc c'est-à-dire c'est là que se trouvent tous les objets de base, donc les pods, les services, enfin, etc. Une fois que vous avez ça, vous nommez la ressource. Et une fois que vous avez défini la ressource sur laquelle vous vouliez appliquer des droits, vous donnez la liste des permissions justement que vous voulez donner. Donc ici get list watch, donc c'est du read only seulement. À noter que la liste des permissions, en fait ils appellent ça des verbes, c'est par analogie avec le protocole HTTP. Donc une fois que vous avez créé votre rôle, en fait, il va falloir le binder à un utilisateur. Donc ici, par exemple, en fait, un role binding c'est une liste d'utilisateurs à qui on lie un rôle. Donc en gros, les utilisateurs qui vont avoir les permissions définies par ce rôle. Donc ici, c'est un service account qui s'appelle inspector. Donc les service accounts sont bindés sont spécifiques à des namespaces. Donc on doit spécifier le namespace. À savoir qu'on peut très bien, ici je ne sais pas si vous voyez, voilà, j'avais créé un cluster role, pas juste un role en fait, et on peut très bien binder dans un namespace, donc utiliser un role binding sur un cluster role. Donc en gros on définit le role au niveau cluster, mais par contre on l'assigne au niveau namespace. Donc en gros ce que dit ce manifeste en fait, c'est donc à qui on assigne le rôle à un service account qui s'appelle inspector. Et le rôle à assigner, c'est celui qu'on a défini juste avant, donc qui s'appelle viewpod. Et donc du coup, le service account inspector aura les droits d'accès en lecture sur les pods uniquement dans le namespace default. Bien, donc à partir de là, on a défini qui fait les requêtes, à quoi et qu'est-ce qu'ils ont le droit d'appeler dans l'API en fait. Et arrivé là, on va commencer à contrôler le contenu vraiment des requêtes. Donc c'est la dernière étape avant que votre pod soit déployé sur le cluster. Donc l'admission control, en fait c'est une suite de plugins qui sont directement intégrés à l'API serveur, qu'on appelle des admissions contrôleurs, et en fait qui sont évalués les uns après les autres séquentiellement. En gros, quand vous faites une requête, votre requête elle passe par tous les admissions contrôleurs. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui rejette, ou alors, ou s'il passe tous les admissions contrôleurs, votre requête est acceptée. Donc, c'est littéralement des binaires, des plugins qui sont chargés dans l'API serveur. Donc, on peut configurer seulement au démarrage de l'API serveur. Ça veut dire que si vous ajoutez un admission contrôleur à la liste, vous devez redémarrer l'API serveur. Alors, ça, c'est vrai, c'est encore vrai pour maintenant. Ça va plus être vrai très longtemps. Là, il y a une fonctionnalité alpha
depuis Kubernetes 1.7 en fait, qui s'appelle le Dynamic Admission Control, qui en fait permet de définir des admissions contrôleurs chargeables dynamiquement, en fait, à chaud, sans avoir démarré l'API serveur. Je vous avoue que je l'attends pas mal celle-là. Donc comme je vous disais, un admission contrôleur en fait intercepte les requêtes qu'on fait à l'API Kubernetes et peut donc rejeter une requête, et fait pratique aussi, peut modifier littéralement une requête. Donc c'est-à-dire que quand vous soumettez un manifeste de pod à déployer sur votre cluster, potentiellement vous pouvez utiliser un admission contrôleur pour le modifier. Ce qui est assez pratique quand on a un admin pour le coup. Donc du coup on va avoir deux exemples. Pardon. Donc je vais vous montrer deux exemples en fait. Un exemple de rejet de requête et un exemple de modification de requête. Et donc l'exemple va être autour de l'admission contrôleur qui s'appelle le limit ranger en fait, qui est chargé par défaut dans une install basique, on va dire, de Kubernetes. Disons qu'il fait partie de la liste des admissions contrôleurs à activer, conseillées, on va dire, dans la documentation Kubernetes. Donc le limit ranger, en fait, il permet de limiter ou de fixer la quantité de ressources qui est utilisée par les pods. On va le voir tout de suite. Donc admettons qu'on ait ce manifeste, donc du coup d'un pod Nginx, bon c'est pour l'exemple, et donc du coup qui fait qui demande à tourner avec en utilisant 100 millicpu en ressources CPU, et avec des bursts possibles à 500 millicpu. Donc en fait, ce que le limit ranger vous permet de faire, c'est de définir un limit range comme ça, et donc du coup de dire je veux que tous mes pods, donc là effectivement j'ai pas spécifié de namespace dans les métadonnées, vous pouvez voir, donc en fait ça s'applique juste dans le namespace default, mais c'est une ressource namespacée. Donc en gros ce que le limit range dit, c'est que tous les pods que je vais vouloir faire tourner dans mon namespace default utiliseront au plus 800 millicpu, mais par contre devront utiliser au minimum 200 millicpu. Donc du coup dès qu'on essaie de déployer notre pod, qui lui demande au minimum 100 millicpu, on se fait jeter, normal. Donc du coup, bon l'exemple n'est peut-être pas super parlant, mais ce que ça permet de montrer justement, c'est que c'est un admission contrôleur qui permet de rejeter vraiment le contenu de la requête. Le deuxième exemple, c'est donc on va toujours déployer un pod Nginx, mais par contre ce coup-ci, on n'a pas spécifié quelles ressources on veut que ce pod utilise sur le cluster. C'est une mauvaise pratique déjà, par défaut. Enfin bon, voilà. Et donc, du coup, on peut utiliser aussi un limit range pour modifier tous les pods qu'on va vouloir déployer, et donc du coup dire que si on a un pod qui va être déployé sur le cluster qui ne contient pas de requête de ressources à utiliser, et on lui en assigne par défaut. Donc ça potentiellement pour vos utilisateurs, ça peut être super utile en fait si vous avez plusieurs utilisateurs sur le cluster, quoi. Donc du coup ce qu'il faut retenir de ça, c'est que on a un admission contrôleur qui permet de modifier directement le contenu de la requête. Donc maintenant qu'on a ça, oui, et puis du coup là on peut directement vérifier que les ressources ont été assignées au pod. Donc maintenant que je vous ai parlé de ça, on va parler de pod security policies. Donc avant de vous dire ce que c'est, il faut que je vous montre deux manifestes. Donc en fait le truc c'est qu'avec des pods par défaut, s'il n'y a pas de sécurité sur Kubernetes, c'est-à-dire si on n'utilise pas de pod security policies, on peut faire ça. Donc ça, en fait, c'est littéralement un pod qui se bind sur qui bind un port dans les ports réservés en plus sur le host, c'est-à-dire directement sur le worker en fait. Donc ça peut être super utile, hein. Il y a littéralement, il me semble que kubedns fait ça. Donc ça peut être utile en fait pour certains services ou même pour des pods un peu tordus, on va dire. Et on peut aussi faire ça. Donc ça, c'est un pod Nginx toujours, on s'en fiche, c'est pour l'exemple, qui monte directement un répertoire du file system du host. Donc en gros, depuis un pod, on peut accéder si on ne le contrôle pas, on peut accéder aux ressources du host, donc que ce soit au niveau réseau ou au niveau file system, et potentiellement d'autres d'ailleurs.
Donc forcément, si on a des utilisateurs mal intentionnés et qu'on ne contrôle pas ça, ça peut faire très mal. Donc, heureusement, il y a les pod security policies. Donc, en gros, les pod security policies, c'est une ressource niveau cluster, hein, c'est pas un truc namespacé. Ça contrôle littéralement les actions d'un pod. Donc, c'est un admission contrôleur, c'est pour ça que je vous parlais d'admission contrôle juste avant. Et comme c'est un admission contrôleur, ça doit être activé dans l'API serveur directement. Donc, il y a le flag admission control. Et du coup, bleu sur fond rouge, on voit pas grand chose, mais c'est le pâté qui est au milieu là. Donc là, je vous montre toute la suite en fait, d'admission control. C'est surtout pour dire que l'ordre dans lequel vous les mettez sont importants. Parce que potentiellement, c'est l'ordre dans lequel ils vont être évalués. Donc il faut qu'ils soient après le service, l'admission contrôleur service account. Donc le mieux en fait pour vous faire comprendre les pod security policies, c'est de vous montrer un exemple. Donc là je vais vous montrer une pod security policy qui en fait restreint les accès des deux pods que je vous ai montré juste avant. Donc c'est-à-dire en gros une pod security policy qui empêche vos utilisateurs d'accéder soit au file system du host, soit au réseau du host. Donc je ne vais pas vous décrire tous les champs. Voilà, j'ai grisé je dis pas on s'en fiche, mais potentiellement si vous voulez voir, vous pouvez toujours aller voir dans la documentation parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça. On peut définir des contextes, test Linux, tout ça, enfin ça peut aller assez loin. Là pour l'exemple, on va juste s'intéresser à deux champs. Donc le privilege false, donc ça littéralement ça empêche d'accéder aux ressources du host. Donc en fait, ça empêche de déployer les deux pods que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est-à-dire on ne peut pas monter le file system du host ou on ne peut pas accéder on peut pas accéder au réseau du host. Et la deuxième partie intéressante, c'est Kubernetes en fait gère beaucoup de types de file system. Si vous êtes sur un cloud, je sais pas par exemple sur Google Cloud, vos pods peuvent monter des GCE persistent disk qui sont et donc du coup vous n'avez pas forcément de moyen de contrôler les accès à ces disques. Donc du coup les pod security policies vous permettent justement de restreindre le type de file system auquel votre pod va pouvoir avoir accès, le type de file system qui va pouvoir monter en fait. Donc là du coup on le limite au secret, au config map et au persistent volume claim. Donc une fois qu'on a défini une pod security policy, il faut l'assigner à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. Donc pour ça, on va utiliser ce dont je vous parlais tout à l'heure, en gros le role-based access. Et en fait, on va définir un rôle un petit peu spécifique, parce que vous pouvez voir dans le verbe, en fait, que ça utilise le verbe use, qui à ma connaissance est le seul endroit où on utilise le verbe use dans Kubernetes, c'est pour les pod security policies. Donc en fait, ce qu'on définit, c'est que on va avoir un rôle en fait qui dit que toute personne liée à ce rôle en fait utilisera la pod security policy nommée restricted. Et donc à partir de là, dès qu'on a le rôle, classiquement on peut le binder à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. Donc là, ici, ça c'est les vrais exemples de ce que j'utilise sur le cluster. Bon, la pod security policy est une version allégée d'avant, mais ça c'est littéralement ce que j'utilise sur le cluster. Donc là, du coup, on a un cluster role binding. Et en fait, on dit que tous les utilisateurs du groupe System Authenticated, qui a un nom réservé en fait, qui est un groupe qui est ajouté dans la liste de groupes en fait, des utilisateurs qui s'authentifient sur le cluster. C'est Kubernetes qui gère ça. Donc du coup, tous ces utilisateurs en fait, seront restreints par la pod security policies que je vous ai montré là. Donc à partir de là, on contrôle les accès à l'API, on contrôle le contenu des requêtes, on a empêché le fait que les utilisateurs puissent accéder aux hôtes, aux workers Kubernetes. Il reste un dernier truc en fait. Il faut éviter quand vous avez deux clients ou deux utilisateurs, ou de pouvoir de leur permettre d'accéder à des services réseau auxquels ils ne sont pas censés avoir accès en fait. Et donc ça on le fait avec ce qu'on appelle des network policies. Donc qui permettent de spécifier directement, enfin littéralement comment les pods communiquent entre eux, donc c'est pod à pod.
Et du coup, c'est implémenté directement par un plugin réseau, en fait, un plugin CNI pour Container Network Interface, qui est une norme en fait. Et donc du coup, là, il va falloir remplacer directement le plugin réseau qui est utilisé en fait sur chacun des nœuds Kubernetes. Parce que vous avez un kubelet par nœud Kubernetes, y compris les masters, et donc du coup, il me semble que le plugin par défaut c'est KubeNet, si je dis pas de bêtises. Et donc là, du coup, vous allez directement remplacer le plugin réseau. Donc il y en a plusieurs, il y a plusieurs implémentations. Je ne les ai pas toutes testées. J'ai testé Calico, Romana, Weavenet, je l'avais testé il y a un moment, il me semble, mais c'était un peu jeune. Et Canal, en fait, qui est un mélange de Calico et de Flannel, un petit peu le meilleur des deux mondes. Oui, donc comme je disais, en fait, il faut littéralement remplacer le plugin réseau dans la conf de Kubelet. Donc chaque plugin a un petit peu son install particulière. Au final, vous devez toujours quand même aller remplacer le plugin réseau en disant justement à la conf à Kubelet, en modifiant la conf de Kubelet et en lui disant justement que son plugin réseau est un plugin CNI et potentiellement lui donner l'endroit où vous allez avoir les binaires. Et donc moi j'avais choisi Canal en fait quand j'ai déployé le cluster. Alors je l'avais fait il y a un moment et alors à l'époque c'était un petit peu le plus simple à déployer, donc c'est pour ça que j'ai choisi ça. Ça fonctionne bien, donc j'ai pas eu de raison de changer. Ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. En fait Canal c'est un sous-projet de Calico en fait qui est un déploiement de Calico et de Flannel en fait, mais très simple à faire en fait. Au final c'est un YAML à déployer. Donc maintenant que vous avez votre... oui, chose que j'ai pas dite, c'est que les network policies c'est bien beau, mais en fait en réalité, si vous n'avez pas le plugin derrière, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Kubernetes va juste les ignorer en fait. Donc du coup, il vous faut un contrôleur comme ça, même pour le tester. Donc, pour l'exemple, en fait, on va définir un namespace qu'on appelle test là pour le coup, sauf que on va lui rajouter un label. Alors pourquoi? On verra après. Et par défaut, en fait, comme quand on fait du contrôle d'accès réseau, donc par exemple avec iptable, on a envie de tout bloquer par défaut et puis d'ouvrir les accès au fur et à mesure en fait. Donc on fait ça comme ça. Ah, alors ça c'est un petit peu la nouvelle version de le faire, la nouvelle façon de le faire, pardon. Il y a encore 3 ou 4 mois, je crois, un truc comme ça. C'était une annotation qu'il fallait mettre dans le manifeste du namespace. Bon, à l'avenir, ça sera ça. Donc, ce que ça dit, en fait, c'est que ça définit une network policy, en fait, donc spécifique au namespace test. Les network policies, c'est par namespace, c'est namespacé comme ressource. Et donc, en fait, ça, on déclare un pod selector, en fait, qui est vide. Donc, un pod selector vide dans Kubernetes, c'est tous les pods. Donc, ça veut dire que, et on définit pas de règles d'accès. Donc, ça veut dire que pas de règle d'accès pour tous les pods du namespace test. Donc c'est un default deny en fait. Par défaut, on vire tout. Et maintenant, on va commencer à laisser des accès au pod. Donc, bon, ça c'est un petit peu lourd à lire, mais dans l'ensemble, c'est une network policy justement qui définit comment un front-end peut se connecter à un service de base de données, par exemple. Donc, je l'ai appelé Allo Connect to Database. Donc, une network policy en fait est composée des pods auxquels d'un sélecteur de pods auxquels on veut se connecter. Donc en fait ici, ce que ça va faire, c'est que ça va sélectionner tous les pods du namespace test qui ont dans leur label le rôle database. Ensuite, on définit qui sont les pods qui ont le droit de se connecter au pod précédent. Donc là, on va aller chercher tous les pods du namespace test, toujours, qui ont en label role front-end. Et finalement, on définit les ports destination auxquels on veut se connecter. Sachant que ici, là, j'ai utilisé pod selector. Il y a un autre type de sélecteur qui est le namespace selector, que je vous montre ici. Donc, potentiellement, ce qu'on peut avoir envie de faire aussi, c'est de permettre à tous les pods dans un même namespace, c'est-à-dire si vous avez un namespace et si vous avez plusieurs namespaces, vous voulez empêcher tous les pods des autres namespaces de se connecter au service
au pod en fait de votre namespace. Et je m'en mêle un peu là. Non, non, non. Ce que cette network policy permet de faire, en gros, c'est de permettre à tous les pods d'un même namespace de se connecter à tous les pods de ce namespace. En fait, c'est aussi simple que ça. Par défaut, on bloque tout et donc on ouvre après juste dans le namespace. Donc le pod selector est vide, donc ça veut dire tous les pods du namespace. Et en regling race, on a pareil un sélecteur vide en fait. Donc ça veut dire tous les pods aussi du namespace. Donc en source et en destination. Et potentiellement, on veut pouvoir aussi ouvrir l'accès réseau au pod pour des pods d'un autre namespace. Donc là, c'est justement quand j'avais utilisé un label tout à l'heure justement sur le namespace, c'est là ici en fait qu'on l'utilise dans le namespace selector. Et donc du coup, ici en fait, ça fait que autoriser l'accès à tous les pods du namespace trusted. En gros, on les autorise tous à se connecter au pod du namespace test. Voilà, pour les exemples. Donc c'est assez simple en fait, mais ça peut devenir assez lourd à gérer en fait quand il y en a vraiment beaucoup. Quand vous avez beaucoup de namespace, beaucoup de pods, ça peut devenir assez lourd à gérer. Donc les Docker registries. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, je ne vais pas vous expliquer comment déployer un registre Docker privé. C'est un petit peu hors sujet. Puis il y a des tutos qui l'expliquent très bien sur le net. Par contre, évidemment, forcément, si vous avez différents utilisateurs, ce que vous voulez, c'est que vos utilisateurs ils aient au moins, on va dire, un registre Docker privé, on va dire par équipe, ou alors par ensemble d'utilisateurs, ou même par utilisateur simple. Donc forcément, si vous avez un registre Docker privé, il faut que vous activiez l'authentification et TLS dessus. Donc ça, c'est la base, ce que vous aurez dans les tutos. Et alors, il y a une dernière petite subtilité par rapport à ça, justement, qui n'est pas forcément évidente à expliquer. En fait, il y a un admission controller qui s'appelle Always Pull Image. Et en fait, le souci qu'il peut y avoir quand vous avez plusieurs utilisateurs sur un même cluster, en fait, vous allez avoir un utilisateur qui va accéder, qui va vouloir déployer un pod qui est présent sur donc sur son registre privé. Donc quand il va déployer son pod, le premier truc que Kubelet va faire, une fois qu'il a passé toute l'authentification et l'admission contrôle, c'est donc de pull en fait l'image Docker directement sur le nœud. Donc une fois que l'image Docker est sur le nœud, il y a une option en fait dans les manifestes de pod qui s'appelle Image Pull Policy, je crois, qui permet de définir ce qui se passe quand on doit repull une image. Donc c'est-à-dire par exemple, je sais pas, le pod plante et en fait vous pouvez définir si vous voulez que Kubelet retélécharge votre image ou utilise l'image déjà présente. Donc par défaut, Image Pull Policy, c'est if not présente. Ça veut dire que si l'image est déjà présente en local, alors Kubelet ne va pas retélécharger depuis le registre Docker, et donc ne pas réutiliser les crédentials, c'est là où je vais en venir, et donc va utiliser l'image locale. Maintenant, le souci avec ça, c'est que si vous avez deux utilisateurs qui sont, admettons que vous n'ayez qu'un seul nœud, et qu'il y a un utilisateur qui a voulu lancer un pod, donc du coup il y a une image privée sur ce nœud, le deuxième utilisateur va très bien pouvoir utiliser cette image dans la mesure où en fait, s'il connaît son nom, évidemment, ça part du principe que le deuxième utilisateur connaît le nom de l'image du premier, et en fait il va pouvoir déployer un pod sur cette machine avec l'image du premier utilisateur, juste parce qu'en fait, comme il ne demande pas à Kubelet de retélécharger, il n'y a pas d'étape de réauthentification qui est faite en fait par rapport au registre Docker. Donc le Always Pull Image, en fait, ce qu'il fait, c'est un admission controller qui est très court au niveau du code, mais tout ce qu'il fait, c'est modifier le contenu du manifeste du pod, en fait, et il met en gros ce Image Pull Policy à Always, tout le temps. Donc ça peut être un peu contraignant si par exemple vous avez une application qui plante, potentiellement il n'a pas besoin de retélécharger l'image, mais il va quand même retélécharger l'image. Par contre, c'est comme il retélécharge l'image, si le deuxième utilisateur connaît le nom de l'image du premier, qu'il essaie de le lancer, comme Kubelet va
téléchargé depuis le registre Docker du coup du premier utilisateur, le deuxième n'a pas les crédentials, et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est un petit peu spécifique, mais c'est un petit peu la dernière dernier petit tricks en fait. C'était pas évident à voir. Ben voilà, c'est fini. Donc je sais pas si vous avez des questions. Pas de questions? Ouais. Voilà, ça c'est le bout que j'ai oublié d'expliquer. La question c'était c'est qui ces utilisateurs en question dont je parle depuis le début. C'est légitime comme question. Pour nous c'est des clients. Potentiellement pour une entreprise qui a déjà un cluster Kubernetes, ça peut être, je sais pas, par exemple admettons dans ta boîte tu as un cluster Kubernetes, tu vas vouloir sous-traiter un service à, je sais pas, un développement ou un truc comme ça, à des prestataires. Ils vont avoir besoin d'un accès à ton cluster Kubernetes. Potentiellement, tu n'as pas envie de leur filer l'accès admin, ce que tu as par défaut en fait sur Kubernetes. Donc du coup, c'est un moyen de pouvoir cloisonner comme ça. Ou alors, ça peut être différents services d'une même entreprise en fait. Exactement. Oui, voilà. Alors pourquoi j'ai pas choisi différents clusters? C'est parce que nous, en fait, en tant que plateforme PaaS, en fait, on vend de la ressource. En gros, on va facturer aussi les clients en fonction de ce qu'ils vont utiliser comme CPU. Si on fait un cluster par client, en fait, tu te retrouves à devoir avoir un, voire deux masters, si tu veux de la redondance, par client. Et c'est extrêmement lourd. Enfin, en fait, au final, ça revient. Ça optimise pas, si tu veux, la répartition des ressources. Donc tu vois, il va te falloir un minimum de nœuds en fait, et donc du coup si tu as un client qui n'utilise pas grand chose, tu te retrouves à devoir beaucoup de ressources pour un client qui paye presque pas. Donc c'est plus un choix. Et pourquoi on a fait ça aussi, c'est qu'à l'époque c'était un petit challenge quand même de réussir à le faire. Donc parce que je suis utilisateur Kubernetes depuis juin 2015. On a commencé à faire ça en février 2016, je crois, dans ces eaux-là. Et en fait, à l'époque, la plupart des trucs que j'ai présentés là, c'était des trucs qui étaient en alpha ou en bêta. Voilà, c'était pas du tout évident en fait. Donc voilà, c'est un des autres arguments, on va dire.